Il est tout juste 17h heure d'Alger. Vous regardez le 24 News. Merci de nous rejoindre pour cette nouvelle édition de ce jeudi 19 février 2026. Tout de suite les titres de l'actualité. En Palestine occupée, le bilan génocidaire s'alourdit à 72 069 martyrs et 171 728 blessés. On fait le point dans ce journal. À Gaza, le Ramadan commence cette année au milieu des décombres et sous une trêve violée à maintes reprises. Reportage dans ce journal. Iran, États-Unis en ce début de Ramadan, la menace plane toujours sur Téhéran. Les détails dans ce journal. Et puis, guerre en Ukraine, le président ukrainien Volodymyr Zelensky exprime son mécontentement après des pourparlers difficiles à Genève. Bonsoir à tous. Si vous venez de nous rejoindre, en Palestine occupée, l'agression génocidaire sioniste contre la bande de Gaza a fait 72 069 martyrs et 171 728 blessés, en majorité des femmes et des enfants depuis le 7 octobre 2023. Selon un nouveau bilan communiqué ce jeudi par les autorités sanitaires palestiniennes, les corps de 2 martyrs et 4 blessés ont été transférés vers les hôpitaux de Gaza au cours des dernières 24 heures, a indiqué la même source, notant que de nombreuses victimes se trouvent encore sous les décombres. Il est à noter que depuis l'entrée en vigueur du cessez-le-feu le 10 octobre dernier, 611 Palestiniens sont tombés en martyrs et 1630 autres ont été blessés, tandis que les corps de 726 martyrs ont été récupérés, a ajouté la même source. Toujours en Palestine occupée, les forces d'occupation sionistes ont mené à l'aube de ce jeudi des raids aériens sur le nord et le sud de la bande de Gaza. Des médias citant des sources palestiniennes locales ont rapporté que l'aviation de l'occupation a lancé une série de frappes aériennes ciblant les zones de déploiement de ces forces dans les villes de Gaza et de Rafah. Cela intervient parallèlement à des bombardements visant les zones de déploiement des forces d'occupation à l'est de la ville de Khan Younes. À Gaza, le Ramadan commence cette année au milieu des décombres et sous une trêve violée à maintes reprises entre banquiers caritatifs dans les ruines et soupes populaires dans les camps de tentes. Les Palestiniens tentent de retrouver une vie digne du mois sacré. Commentaire Naïla Hamouda. À Gaza, le paysage est une cicatrice à ciel ouvert. Dans ce quartier dévasté, le paysage n'est plus que béton broyé et ferraille tordue. Pourtant, entre 2 pans de murs écroulés, 2 longues tables ont été dressées. Pour ces Gazaouis, s'installer au milieu des ruines de leur propre maison est un acte de résistance. Nous avons insisté pour rompre le jeûne devant nos maisons détruites. L'ennemi nous a privés de cette atmosphère pendant 2 ans de guerre. Ces moments nous ont cruellement manqué. Nous appelons le monde entier à nous aider à reconstruire, car nous avons le droit de vivre dans la dignité comme le reste du monde. À Khan Younes, l'ambiance se veut plus solidaire. Une association caritative a dressé un banquet pour des centaines d'habitants. Après 2 ans et demi de génocide sioniste, chaque instant de joie est une victoire. Je suis venu leur remonter le moral, leur changer les idées, leur offrir un peu de joie après la guerre. 2 ans et demi de guerre, c'est bien assez. Qu'ils viennent se réjouir un instant, comme vous pouvez le constater, ils sont heureux. À quelques kilomètres de là, dans les dunes d'El-Mawassi, la survie est un combat quotidien. Le festin familial est un souvenir lointain. Aujourd'hui, la rupture du jeûne dépend de la soupe populaire. Des centaines de mains se tendent pour obtenir une ration de riz, seule garantie d'un repas chaud après le jeûne. Voilà 3 ans que nous accueillons le Ramadan avec tristesse et le cœur lourd, car nous ne pouvons subvenir aux besoins essentiels de nos enfants. Nous n'avons pas les moyens de leur offrir le suhour ni l'iftar. Ce soir, Dieu nous a envoyé des conserves et quelques autres provisions de la part de nos voisins, mais pourrons-nous faire de même demain? Dieu seul le sait. Dans la bande de Gaza, rompre le jeûne est un acte de foi, mais rester en vie est un miracle quotidien. Alors que cette trêve est violée à maintes reprises, ce repas du Ramadan ressemble moins à une célébration qu'à un sursis. Le monde regarde ces tables dressées dans la poussière, mais à Gaza, on sait que la paix, la vraie,
reste encore un mirage. Et le président américain Donald Trump préside ce jeudi la première réunion du Conseil de paix qu'il a appelé à former. Les questions en suspens concernant l'avenir de Gaza devraient dominer l'événement qui se tient à Washington en présence de représentants de plus de 45 pays. Des enjeux majeurs tels que le montant du fonds de reconstruction et l'acheminement de l'aide humanitaire aux habitants de Gaza sinistrés par le génocide devraient constituer un test décisif pour la viabilité du Conseil dans les semaines et mois à venir. Et les Nations Unies ont déclaré que des familles à travers Gaza célèbrent aujourd'hui le premier jour du Ramadan dans des conditions difficiles, dans des abris précaires et avec un accès limité aux biens et services essentiels. Le porte-parole de l'ONU, Stéphane Dujarric, a déclaré que les conditions au point de passage de Rafah restaient inadéquates selon le Bureau de la coordination des affaires humanitaires. À Gaza, nos collègues humanitaires nous informent que des familles ont célébré le premier jour du Ramadan dans des conditions difficiles, dans des abris précaires ou à la belle étoile, avec un accès limité aux biens et services essentiels. Au point de passage de Rafah, les conditions pour les passagers, pour les personnes, restent inacceptables, nous indique le Bureau de la coordination des affaires humanitaires. Avec nos partenaires humanitaires, nous avons visité ce point de passage ouvert et constaté des lacunes dans les infrastructures de base, notamment un nombre limité de latrines et de points d'eau pour se laver les mains, ce qui soulève des inquiétudes quant à l'hygiène au point de rassemblement. Les gens subissent de longues attentes, souvent dans des zones peu ombragées, avec un nombre insuffisant de sièges et un manque de fauteuils roulants. L'état de la route d'accès à Rafah est également préoccupant, en particulier pour les patients nécessitant une évacuation médicale. Nous sommes en contact avec les autorités compétentes afin de garantir des conditions sûres et dignes avec nos partenaires œuvrant pour la sécurité alimentaire. Nous avons adapté les horaires des distributions pour mieux les faire coïncider avec les heures de jeûne du Ramadan, ceci afin de réduire la surpopulation, notamment avant le repas de l'iftar. Ces mesures visent à garantir l'accès aux personnes âgées, aux personnes handicapées et aux femmes au foyer. Et l'Organisation des Nations Unies a averti que les mesures prises par l'entité sioniste pour renforcer son contrôle sur certaines zones de la Cisjordanie s'apparentent à une annexion progressive de facto. Lors d'une réunion du Conseil de sécurité de l'ONU sur la question palestinienne tenue mercredi, la sous-secrétaire générale des Nations Unies, Rosemarie Di Carlo, a souligné que le statu quo en Cisjordanie change de manière constante en raison des mesures unilatérales prises par l'occupation sioniste. Elle a averti que la mise en œuvre de ces procédures signifiait une expansion dangereuse de l'entité sioniste en Cisjordanie occupée. Nous assistons à une annexion de fait progressive de la Cisjordanie où les mesures unilatérales israéliennes modifient de manière constante la situation sur le terrain. Je réitère la profonde préoccupation du secrétaire général face à la prétendue décision prise par le cabinet de sécurité israélien d'autoriser une série de mesures d'application et de transfert de pouvoir dans les zones A et B de la Cisjordanie occupée. Si ces mesures sont mises en œuvre, elles signifieraient une expansion dangereuse pour l'autorité civile israélienne en Cisjordanie occupée, y compris dans des zones sensibles telles qu'Al-Khalil. Ces étapes pourraient mener à l'expansion des colonies en supprimant les obstacles bureaucratiques, en facilitant l'acquisition des terres et l'octroi de permis de construire. Direction le Liban, à présent, l'aviation de l'occupation sioniste a mené dans la nuit de mercredi à jeudi des raids aériens ciblant plusieurs villages du sud du pays. L'agence nationale d'information libanaise a rapporté mercredi soir que l'aviation de guerre sioniste a frappé des localités et des villages dans le district de Saïda au sud du pays.
Et dans l'actualité africaine de ce journal, en application des instructions du président de la République algérienne Abdelmadjid Tebboune relative au suivi de la mise en œuvre des résultats de la récente visite en Algérie du président de la République du Niger, chef de l'État, le général d'armée Abdurrahman Tiani, le Premier ministre algérien 6 février, a présidé ce jeudi une réunion interministérielle consacrée à l'examen de l'État et des perspectives des relations algéro-nigériennes, notamment dans les domaines de l'énergie, des infrastructures, de l'industrie, de la santé, du commerce et de la formation, ainsi que des moyens de concrétisation des différents projets bilatéraux et des activités de coopération et de solidarité convenues par les deux parties lors de cette visite présidentielle, indique un communiqué des services du Premier ministre. Et dans l'actualité aussi, les polices de 16 pays d'Afrique ont arrêté 651 personnes et démantelé près de 2 mois d'importants réseaux de cybercriminalité qui avaient extorqué près de 38 millions d'euros à des centaines, voire des milliers de victimes, a annoncé jeudi Interpol. Interpol a coordonné et soutenu cette opération baptisée Carton Rouge 2.0 dans 16 pays du continent. Du 8 décembre au 30 janvier, elle a conduit à l'arrestation de 651 personnes et la saisie de plus de 4,3 millions de dollars américains, environ 3,6 millions d'euros, mais sur un préjudice total évalué à plus de 45 millions de dollars, détaille le communiqué. Au Niger, les forces de défense et de sécurité ont annoncé avoir neutralisé 43 terroristes sur l'ensemble du territoire national entre le 9 et le 15 février. Au cours de la même période, 28 suspects et complices présumés appartenant à des groupes armés terroristes ont également été interpellés selon le bulletin hebdomadaire d'information des forces armées. Autre information, la mission indépendante d'établissement des faits de l'ONU sur le Soudan a fait état ce jeudi d'actes de génocide Al-Fashir commis par les forces de soutien rapide qui contrôlent cette ville du Soudan depuis octobre dernier. Dans un rapport intitulé Caractéristiques du génocide Al-Fashir, la mission a établi que l'intention génocidaire est la seule conclusion raisonnable que l'on puisse tirer des agissements systématiques des FSR dans cette ville du Darfour, région de l'ouest du Soudan. Et le Royaume-Uni a souligné la nécessité de traiter avec plus de sérieux la tragédie vécue par les Soudanais dans les zones de conflit et de multiplier les efforts pour instaurer un cessez-le-feu dans le pays. Dans des déclarations à la presse jeudi, la ministre britannique des Affaires étrangères a qualifié de terrifiantes les conclusions du rapport des Nations Unies concernant Al-Fashir. Elle a précisé que les atrocités signalées incluent la famine, les meurtres, les viols ainsi que des violations du droit humanitaire commises contre des civils. Elle a également ajouté que son pays soutient tous les efforts visant à instaurer la paix et la stabilité au Soudan. Et l'Iran ferait bien de conclure un accord, déclare la Maison-Blanche. En attendant l'éventuelle signature, les États-Unis continuent d'amasser leur arsenal militaire autour de l'Iran, alors que certaines sources parlent d'une attaque ce week-end. Toutes les options restent sur la table. Les détails avec Safran Bassabri. Début de Ramadan, la menace plane toujours sur Téhéran. L'administration Trump n'écarte pas une intervention militaire sur l'Iran. La veille, le ministre des Affaires étrangères iranien a déclaré que son pays élaborait un cadre pour faire avancer les négociations, exprimant ainsi la confiance de l'Iran en la possibilité de sortie de crise via la diplomatie. Côté américain, pour Trump, la diplomatie reste la première option, sans en exclure aucune autre. Pour autant, Washington se prépare militairement. 2 porte-avions ont été dépêchés dans le Golfe et des milliers de soldats se trouvent dans les bases militaires américaines éparpillées à travers la région. Selon certaines sources, une attaque américaine pourrait avoir lieu ce week-end, tout en précisant que la décision finale ne serait pas encore prise. Par ailleurs, la forme que prendrait l'opération n'est pas encore établie. Des sources américaines anonymes
ont déclaré que le président avait été informé des différentes options sur la table, dont une visant à éliminer de nombreux dirigeants politiques et militaires iraniens. Le but serait in fine le renversement du gouvernement. Et l'Iran a réitéré son attachement à son droit à l'acheminement de l'uranium. Dans une séquence vidéo publiée jeudi par un journal iranien, le chef de l'organisation iranienne de l'énergie atomique, Mohammad Islami, a souligné qu'aucun pays ne peut, selon lui, priver Téhéran de son droit à enrichir l'uranium. Cette déclaration intervient dans un contexte de tensions vives avec Washington et de discussions indirectes visant à parvenir à un accord. La base de l'industrie nucléaire est l'enrichissement. Vous avez besoin de combustible nucléaire, peu importe ce que vous souhaitez entreprendre dans le processus nucléaire. Le programme nucléaire iranien progresse conformément aux règles de l'Agence internationale de l'énergie atomique et aucun pays ne peut priver l'Iran de son droit à bénéficier de cette technologie à des fins pacifiques. Et la Russie et l'Iran ont mené des exercices navals conjoints ce jeudi 19 février dans la mer d'Oman et dans le nord de l'océan Indien. Ces exercices ont lieu alors que les États-Unis ont déployé des navires de guerre près de l'Iran tout en menant des pourparlers avec Téhéran sur la limitation de son programme nucléaire. Direction la Russie à présent où le président ukrainien Volodymyr Zelensky a exprimé son mécontentement suite aux résultats des pourparlers de paix qui se sont tenus à Genève entre l'Ukraine et la Russie sous la médiation américaine. Ces discussions de 2 jours n'ont permis d'aboutir à aucune percée majeure pour mettre fin à la guerre entre les 2 pays. Aujourd'hui, nous avons discuté en détail à plusieurs reprises avec notre équipe de négociation à Genève. C'était le 2e jour de réunion, que ce soit au format trilatéral ou sous d'autres formes également. L'Ukraine est déterminée à obtenir des résultats. À ce jour, nous ne pouvons pas dire que le résultat soit suffisant. Les militaires ont discuté de certaines questions avec sérieux et de manière approfondie. Cependant, les questions politiques sensibles, les compromis potentiels et la réunion indispensable des dirigeants n'ont pas été traités de manière adéquate. Nous estimons qu'il est opportun de tenir la prochaine réunion dès ce mois de février. Par ailleurs, les États-Unis ont fait état de ce qu'ils ont qualifié de progrès tangibles lors du cycle 2 pourparlers qui s'est tenu cette semaine pour mettre fin à la guerre en Ukraine. Dans des déclarations à la presse mercredi, la porte-parole de la Maison-Blanche, Caroline Leavitt, a souligné qu'un nouveau cycle de discussion se tiendrait prochainement. Hier encore, il y a eu un nouveau cycle de discussions trilatérales entre les États-Unis, la Russie et l'Ukraine. Des progrès tangibles ont été réalisés de part et d'autre. Les 2 parties ont convenu d'informer leurs dirigeants respectifs des derniers développements et de poursuivre le travail afin de parvenir ensemble à un accord de paix. Il y aura donc un autre cycle de discussion à l'avenir, mais je pense que le président considère l'ensemble de cette situation comme extrêmement injuste, non seulement pour les Russes et les Ukrainiens qui ont perdu la vie, mais aussi pour le peuple et les contribuables américains qui réglaient la facture de cet effort de guerre avant que le président Trump n'y mette un terme. Dans l'actualité de ce journal, la Russie a annoncé avoir détruit 113 drones ukrainiens au cours de la nuit de mercredi à jeudi, a indiqué un communiqué du ministère russe de la Défense. L'une des attaques a visé une raffinerie de pétrole à Velikiy Luki dans la région de Pskov, dans le nord-ouest du pays, provoquant un incendie dans un réservoir de pétrole. Selon les précisions du gouverneur de la région, Mikhail Venodinkov, ce dernier a ajouté que, d'après les rapports préliminaires, l'attaque ne fait aucune victime parmi les civils ou le personnel de la raffinerie.
Le chancelier allemand Friedrich Merz a exclu ce jeudi la possibilité d'une fin rapide de la guerre en Ukraine par la voie des négociations, dont des déclarations accordées au journal Rheinpfalz et publiées ce jeudi. Il a affirmé que la guerre en cours entre Kiev et Moscou ne prendra fin qu'après l'épuisement militaire ou économique de l'une des deux parties. Il a ajouté que bien qu'il exclue des solutions de compromis, pour le moment son pays reste disposé au dialogue avec Moscou à condition que cette dernière fasse preuve d'un sérieux réel à l'égard de la paix et s'engage à respecter un cessez-le-feu selon lui. Et dans son discours lors du sommet mondial sur l'intelligence artificielle en Inde, la secrétaire générale des Nations Unies, Antonio Guterres, a mis en garde ce jeudi les dirigeants des entreprises technologiques contre les dangers de l'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle ne peut être décidée par une poignée de pays, ni être laissée aux caprices de quelques milliardaires. Vos discussions ici aboutiront à un dialogue mondial, mais sans investissement. De nombreux pays seront exclus de l'ère de l'intelligence artificielle. L'IA doit être accessible à tous, c'est pourquoi, encouragé par l'Assemblée générale des Nations unies, j'appelle à la création d'un fonds mondial pour l'intelligence artificielle afin de renforcer les capacités fondamentales dans les pays en développement, les compétences, les données, la puissance de calcul à des prix abordables et des écosystèmes inclusifs. Notre objectif est d'atteindre 3 milliards de dollars, ce qui représente moins de 1% du chiffre d'affaires annuel d'une seule, simple entreprise technologique. À l'occasion du Nouvel An lunaire, la Chine a mêlé traditions millénaires et démonstrations technologiques spectaculaires, symbole d'un pays qui affiche ses ambitions dans l'intelligence artificielle et la robotique, un sujet au cœur d'une célébration où le futur s'invite dans la fête. C'est un sujet signé Iman Merad. En Chine, le Nouvel An lunaire ne célèbre plus seulement la tradition. Cette année, les robots humanoïdes ont volé la vedette aux dragons et aux lanternes. Entre prouesses technologiques et démonstrations de puissance, Pékin transforme la fête en vitrine futuriste. À minuit, les feux d'artifice éclatent, les lanternes rouges illuminent les rues et les familles se réunissent pour célébrer le Nouvel An lunaire, la plus grande fête traditionnelle en Chine. Mais cette année, au cœur des célébrations, un invité inattendu a captivé les regards, le robot humanoïde. Lors du grand gala télévisé du Nouvel An, diffusé sur la chaîne publique CCTV, des robots ont dansé aux côtés d'artistes, exécutant des chorégraphies millimétrées, saluant le public, reproduisant des gestes presque humains. Une mise en scène spectaculaire qui illustre l'ambition technologique du pays. Dans plusieurs grandes villes comme Pékin et Shanghai, des démonstrations publiques ont attiré des foules impressionnées. Robots serveurs, robots calligraphes, robots capables d'interagir avec les enfants, la technologie s'invite désormais au cœur des traditions millénaires. Parmi les modèles les plus remarqués, ceux développés par des entreprises comme Unitree Robotics ou Ubitech Robotics. Leur objectif, faire du robot humanoïde un outil du quotidien, mais aussi un symbole de la montée en puissance industrielle chinoise. Car au-delà du spectacle, le message est clair. La Chine investit massivement dans l'intelligence artificielle et la robotique. Le Nouvel An devient ainsi une vitrine stratégique, montrer au monde que l'innovation s'inscrit désormais dans l'ADN du pays. Entre dragons traditionnels et androïdes ultra-modernes, la fête raconte une transition, celle d'un pays qui revendique son héritage culturel tout en se projetant dans l'avenir. Le Nouvel An chinois reste une célébration familiale, spirituelle et symbolique, un contraste frappant avec le gala du Nouvel An chinois 2025, où la mise en scène avait surtout misé sur la tradition et le symbolisme de l'année du dragon, fresques lumineuses géantes, ballets classiques revisités, hommages appuyés à l'histoire et à la culture chinoise. La technologie était présente, mais en soutien discret au service de la narration artistique.
Cette année, le gala aura marqué les esprits par ces robots humanoïdes renversants, capables de danser, de sourire et peut-être bientôt de partager notre quotidien. Et voilà, c'est ainsi que s'achève ce journal. Merci à vous de votre fidélité. Excellente suite des programmes sur Al24 News et à demain.